Donc, ma thèse a été réalisée à Sorbonne Université avec une relation entre deux laboratoires de recherche. Le laboratoire de sciences et technologies de la musique et du son de l'IRCAM, qui est l'Institut de recherche et coordination en acoustique musique, et le laboratoire d'imagerie biomédicale. J'ai plus particulièrement travaillé donc, au sein de l'équipe Interaction Son, Musique, Mouvement, qui est dirigée par Frédéric Bébé-Lacroix. Au sein d'IRCAM et avec l'équipe de connectivité neurale et de plasticité au LIB, qui est donc dirigée par Véronique Marchand-Pauvert. Et nous étions en lien avec le service clinique de rééducation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui était donc à l'époque dirigé par le professeur Pascal Pradadil. Qu'entend-on par sonification du mouvement? Donc, déjà, qu'est-ce que la sonification? La sonification, c'est convertir une donnée en son. On a des exemples dans la vie quotidienne, notamment pour les Parisiens. Je ne sais pas comment se passent les transports en commun à Nantes, mais pour ce qui est de Paris, on a des abonnements avec la fameuse carte Navigo et en fait, on a une indication sur notre niveau de validité d'abonnement grâce à des retours sonores, tout simplement, lorsqu'on passe pour accéder au quai. Si notre abonnement est valide, on obtient un certain retour sonore. Si notre abonnement est en fin de validité, on obtient un autre type de retour sonore. Et si notre abonnement n'est plus valide, on obtient un troisième type de retour sonore. Donc, c'est un exemple type de sonification, plus précisément d'audification. Un autre exemple célèbre, c'est la mesure de la radioactivité, avec notamment l'utilisation de compteurs Geiger. Donc, pour mesurer le niveau de radiation ionisante, on a donc une conversion en intensité et en fréquence. Donc, plus on s'approche de la zone où les radiations ionisantes sont importantes, plus la fréquence du signal sonore est importante et plus le niveau de radioactivité est important, plus l'intensité sonore est importante. Autre situation de sonification, la sonification du génome. Donc, des chercheurs ont trouvé un moyen pour convertir les séquences d'ADN en retours sonores pour notamment faciliter la prise d'informations sur l'éventualité de présence de mutations, ce qui va permettre notamment donc, de déterminer déjà s'il y a une mutation et la localisation et la nature de cette mutation. Donc, je vous donne deux petits exemples qui ont été pris donc, par Mark Temple de l'Université de Sydney. Donc, je croise les doigts pour que les sons fonctionnent. Donc, déjà, le cas d'une séquence répétée. Et donc, autre situation, une même séquence, mais dans laquelle on aurait une mutation. J'imagine qu'il faut baisser le volume sonore. Je ne sais pas comment. Voilà. On va éviter de rendre sourds nos internautes. Donc, vous avez pu entendre la présence de la mutation. Et donc, ce système d'audification, de sonification, de conversion en retour sonore va permettre tout simplement de pallier à des situations où la visualisation des données serait plus complexe pour l'analyse. Et donc, le passage à une représentation plutôt auditive que visuelle va faciliter l'analyse, le traitement d'informations. Les artistes se sont également emparés de cette technique de sonification. Et on a le cas, par exemple, de Jennifer Parker, qui était donc doctorante en composition en philosophie à l'Université de Californie, qui s'est amusée à partir des modulations de température au sein d'un composteur au cours d'un processus de décomposition pour créer une œuvre, donc pour composer une œuvre artistique. Et donc, je vous ai mis le tout début de cette œuvre.
Alors, maintenant, si on s'intéresse à la sonification du mouvement, à proprement parler, cela consiste à traduire en temps réel des paramètres du mouvement en paramètres sonores. Donc, très concrètement, on va traduire en temps réel des paramètres tels que l'amplitude du mouvement, la trajectoire, la vitesse et la fluidité du mouvement, qu'on va convertir donc en paramètres tels que la hauteur, l'intensité du son, sa durée et son timbre. Et donc, le principe de la sonification du mouvement repose sur l'usage de capteurs de mouvement, donc de systèmes de captation du mouvement qui peuvent être soit avec, par exemple, des centrales inertielles, donc des petits capteurs qui ont des fonctions d'accéléromètre, magnétomètre et gyroscope, soit avec des systèmes infrarouges, comme on en trouve dans les Kinect, par exemple, ou le Leap Motion. Donc, ces capteurs de mouvement vont permettre de collecter des données sur les gestes réalisés et vont transmettre via des protocoles de communication de type Wi-Fi ou Bluetooth ces informations à des interfaces logicielles. Ces interfaces logicielles vont avoir pour objectif de traiter ces informations et de les convertir en retour sonore grâce à un système de synthèse sonore. Et en bout de chaîne, donc, l'utilisateur aura en permanence des informations sonores sur les gestes qu'il est en train de réaliser. Et donc, ça va nous permettre de distinguer ce type de dispositif d'autres situations où l'utilisateur pourrait avoir une information, mais qui serait liée uniquement à la finalité de son geste. C'est ce qu'on appelle une stratégie Knowledge of Results. Par exemple, quand on fait de la musique, la plupart du temps, on va avoir une information sur le geste abouti, à savoir, je vais toucher la touche de mon clavier et donc j'obtiens un retour sonore qui va être la résultante de mon geste et des qualités de ce geste. Dans le cas de la sonification du mouvement, ce qui va être vraiment particulier, c'est qu'on est dans une stratégie Knowledge of Performance. Donc, l'utilisateur reçoit des informations permanentes sur les gestes qu'il est en train de réaliser, qui sont convertis en retour sonore. Donc, tout simplement, il écoute son geste. Je vais vous présenter plusieurs applications possibles de ce type de technique de sonification du mouvement. Tout d'abord, des applications en pratique artistique. Donc, il faut savoir que la sonification du mouvement c'est une technique qui a été développée autour des années 2000 et on a les premiers exemples d'œuvres créées autour de 2013, notamment avec cette proposition de Additional Tones de l'Université de Lausanne. Je vous laisse donc découvrir un exemple de ce type de sonification. Donc, dans ce cas, la danseuse était munie d'un capteur de mouvement au bras, d'un autre au poignet et d'un capteur également à la cheville. Autre situation, donc, également de pratique artistique et de pratique dansée, avec une interaction entre deux danseuses. Pardon. C'est parti.
Donc, dans cet exemple, il y a donc des interactions entre les deux danseuses et donc la sonification prend en considération les gestes des deux danseuses simultanément. Et on peut remarquer aussi, donc c'est un exemple qui date de 2019, qu'il y a une amélioration en termes de qualité esthétique des retours sonores et donc qui traduit avec plus de précision la qualité esthétique également des gestes. Il existe de très nombreuses applications d'utilisation des systèmes de sonification du mouvement pour les pratiques sportives, aussi bien donc pour la course à pied, le cyclisme, l'aviron, le ski ou encore le qigong. Et je vais m'intéresser très brièvement donc à une situation plus particulièrement de natation, où donc une équipe allemande s'est intéressée à séquencer un mouvement de crawl et a proposé d'associer des retours sonores à chacune de ces séquences et a pu mettre en évidence que les nageurs amélioraient leur performance en présence de ces retours sonores. En revanche, ils considéraient que les retours étaient très peu motivants, donc ça ne les incitait pas à poursuivre leurs efforts. Ils ont donc travaillé avec une équipe de musiciens improvisateurs et associé donc des séquences d'improvisation musicale à chacun des sous-éléments des séquences de crawl. Et dans ce cas-là, ce qui a été remarqué, c'est que donc, effectivement, les nageurs étaient beaucoup plus motivés. En revanche, les informations sonores qui étaient transmises étaient de moindre précision. Donc là, on fait face à l'un des vrais enjeux de ce type de système, puisqu'il faut trouver des ajustements entre la précision des qualités sonores et leur qualité esthétique. Donc, c'est l'un des grands enjeux encore en cours autour du design sonore de ce type de système et de dispositif. Autre situation, donc l'apprentissage sensorimoteur. L'équipe allemande de Effenberg s'est notamment intéressée à l'apprentissage d'un mouvement de rameur pour donc des personnes qui font de l'aviron, en proposant donc 3 situations à 3 groupes de participants différents, que des jeunes hommes qui étaient novices en aviron, et il proposait d'apprendre donc le geste à partir de vidéos d'un champion junior. Et donc dans un groupe, ce qui était proposé, c'était une vidéo sans retour sonore. Dans l'autre groupe, c'était l'apprentissage avec une vidéo avec les sons naturels qui étaient réalisés donc, lors des mouvements de rameur. Et une dernière situation où, donc, pour le dernier groupe, il y avait une vidéo avec sonification. Et la sonification consistait à tout simplement convertir en son 4 paramètres: la force de préhension de la rame, la force exercée sur les pieds, les mouvements du siège et la longueur de la poignée. Et ce qui a été mis en évidence, c'est que pour le groupe qui avait bénéficié de l'apprentissage de la vidéo avec sonification, il y avait une amélioration dans la précision de l'apprentissage. Autre situation d'application, l'éducation, avec notamment l'exemple de la thèse de Marion Voileau qui a été réalisée donc, au sein de l'équipe Interaction Son Musique Mouvement de l'IRCAM dans le cadre du projet Como Éducation, avec donc, pour thématique le corps au cœur des apprentissages. Et donc, son travail a permis de mettre en mouvement sonore des contes. Donc, elle est partie de contes utilisés par les institutrices comme La chasse à l'ours, et elle a proposé donc de sonifier certaines séquences de la narration, ce qui a favorisé les interactions sociales entre les enfants lors des narrations sans être délétère pour la narration du récit. Situation un peu intermédiaire entre de l'éducation et de la rééducation, ça va être l'ensemble des travaux qui sont menés par Jérémy Dana dans le laboratoire de cognition et langage de l'Université de Toulouse avec donc, une de ses anciennes étudiantes, Lauriane Vellon-Delors, qui donc, a été orthophoniste de formation, où donc, les systèmes de sonification du mouvement sont utilisés pour l'apprentissage de l'écriture, éventuellement pour la rééducation de la dysgraphie d'enfants ou dans le cas de la crampe de l'écrivain. Donc, dans ce cas, ils partent de modèles de graphisme auxquels vont être associés des retours sonores et musicaux en direct pour permettre de détendre la main, par exemple. Et dernière application possible de la sonification du mouvement qui va être donc le sujet vraiment auquel j'étais attachée dans le cadre de ma thèse, c'est la sonification du mouvement pour vraiment la rééducation, soit la rééducation de la marche, par exemple, dans le cadre de maladie de Parkinson, soit la rééducation
donc de la dextérité manuelle, par exemple, dans le cas des lésions cérébrales acquises. Donc, il y a 2 grands exemples de dispositifs qui ont été créés pour le travail de la dextérité manuelle post-lésion cérébrale acquise, Music Glove et Sonic Hand. Sauf que le travail de la dextérité manuelle arrive souvent en bout de chaîne, en fin de rééducation, pour ces patients qui, souvent, ont des séquelles qui sont trop importantes pour aller travailler la dextérité manuelle. Donc, dans mon cas, je me suis plutôt intéressée à un travail antérieur, dans les phases plus précoces, on va dire, de rééducation de ces patients, et donc sur le travail notamment de l'épaule et de l'extension de coude. Et donc, ça a fait l'objet de plusieurs publications. Je vais juste vous en présenter 2. Déjà, la version vraiment la plus historique de la sonification du mouvement pour la rééducation post-AVC, qui a donc été réalisée, un article et une étude qui a été réalisée par Maulucci en 2001. L'objectif était d'atteindre une cible et donc il avait proposé à 3 groupes de participants de réaliser cette tâche d'atteinte d'une cible. Un groupe contrôle qui a permis tout simplement d'obtenir des informations sur le mouvement et la trajectoire optimale pour atteindre cette cible, et 2 groupes de patients. Un groupe de patients contrôle qui bénéficiait uniquement d'un entraînement pour atteindre ces cibles, et un groupe de patients qui bénéficiait de sonification, donc tout simplement un entraînement avec retour sonore. Et la sonification consistait à faire donc varier la fréquence donc la hauteur d'un retour sonore en fonction de l'écart à la trajectoire. Et ce qui a été mis en évidence, c'est qu'en présence de retour sonore, en présence de sonification, il y avait une amélioration de la trajectoire. Il a été mis en évidence que dans les 2 situations, pour les 2 groupes de patients, il y avait une modification de la trajectoire, mais seulement en cas de sonification, il y avait une amélioration à proprement parler de la trajectoire. Dans ces situations, les retours sonores étaient quand même assez basiques, assez rudimentaires, et donc c'était un peu néfaste pour envisager une poursuite au long cours d'exercices de rééducation. Un peu plus tard, ce qui a été proposé par l'équipe de Scholz, ça a été donc un système de reproduction de mélodies de chansons enfantines. Et donc, ils ont proposé à des patients de se mouvoir dans un espace 3D dans lequel chaque axe était associé à un retour sonore. Donc, ils ont comparé les performances de patients qui bénéficiaient donc de ces retours sonores pour se mouvoir dans cet espace versus un groupe donc contrôle qui ne bénéficiait pas des retours sonores et qui devait donc reproduire des cycles de gestes. Dans ce cas-là, il y avait une amélioration de la fluidité et une diminution des douleurs pour les patients qui bénéficiaient de la sonification spécifiquement. Par contre, ce qui était mis en évidence, c'est qu'il n'y avait pas forcément d'amélioration fonctionnelle dans la réalisation des activités de vie quotidienne pour ces patients. Et donc, dans mon cas, je me suis intéressée à la nature des retours sonores qui étaient utilisés dans le cadre donc, de ces dispositifs, puisque ce qui m'avait vraiment sauté aux oreilles quand j'ai testé pour la première fois des dispositifs de sonification, c'était justement leur moindre qualité esthétique. Et tout simplement, je me suis dit, pour des patients qui vont être dans la nécessité de réaliser des exercices au quotidien pendant très longtemps, ça ne sera pas du tout, ça perd de son sens. Donc, ça a été le point de départ de ma thèse, à savoir faire varier des contextes sonores, faire varier des retours sonores pour évaluer donc, leur potentiel effet sur la temporalité de réalisation de gestes et sur le vécu de ces gestes. Pour ça, on a réalisé une étude donc, de méthodologie mixte où on a donc analysé la temporalité de gestes répétés d'extension du coude, donc tout simplement allonger le bras sur une table de manière répétée, et on a également donc recueilli des informations sur le vécu des participants. Donc, on avait 30 participants, 15 patients qui avaient des troubles moteurs suite à une lésion cérébrale acquise, donc majoritairement post-AVC, et 15 participants qui n'avaient pas de troubles moteurs, et on a proposé un protocole en 3 étapes. Une première étape où on faisait un entretien qui visait à connaître les habitudes d'écoute des participants, leurs préférences sonores et musicales, et un bilan d'amusie. Une deuxième étape avec une séance de sonification, et une troisième étape pour recueillir donc les vécus des participants à l'aide d'un entretien semi-directif.
Au niveau du setting, on a proposé d'utiliser 6 capteurs de mouvement, donc un sur chaque épaule, un sur chaque bras et un sur chaque avant-bras. Et 6 contextes sonores étaient proposés. Donc, il était proposé de réaliser cette tâche sans son, avec un pitch, donc une variation de la fréquence de la hauteur du son en fonction de l'extension du coude, une variation de rythme, le drum. Donc ça, c'est ce qui a été fait dans la plupart des études jusqu'à maintenant. Et la petite nouveauté, c'était donc de proposer des retours sonores un peu plus musicaux, avec donc une mélodie discontinue, une mélodie continue ou un paysage sonore. Et donc, je vous propose d'écouter, enfin de visualiser ce setting. Donc là, on propose aux patients tout simplement de réaliser le geste avec son bras non parétique puis son bras parétique, d'abord sans son, et ensuite avec les retours sonores. Là, vous entendez le pitch. Et l'idée était d'immerger les patients dans le son en mettant donc des haut-parleurs derrière eux et une enceinte devant eux. Là, vous avez le drum. Dans ce cas, c'est la mélodie discontinue. La mélodie continue. Et enfin, le paysage sonore qui voulait être un peu un univers métaphorique avec des éléments assez simples, vent, d'eau et de chants d'oiseaux. Et les patients pouvaient aussi entrer dans une certaine narration, se projeter dans cet univers. On a donc analysé les durées de cycle d'extension-retrait et réalisé une analyse thématique des entretiens des participants. Et donc, concernant la temporalité, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que la présence, donc on a tout simplement regroupé les situations sans retour sonore et les situations avec retour sonore, et donc réaliser une comparaison de ces situations, et en présence de retour sonore, que ce soit pour les participants sans trouble ou pour les patients, il y a un allongement de la durée moyenne des cycles. Donc, tout simplement un ralentissement du mouvement en présence des retours sonores. Ce qui reste à déterminer, c'est la cause de ce ralentissement. Est-ce que c'est lié donc à une attention qui va être dévolue au retour sonore, donc une meilleure concentration, une meilleure focalisation sur le geste en cours de réalisation, et à ce moment-là, ça peut être intéressant pour la rééducation, donc que le patient se focalise sur ce qu'il est en train de vivre. Est-ce qu'à l'inverse, ce serait lié à une charge attentionnelle qui serait plus importante? Grâce au vécu, aux propos des participants, on a quelques indicateurs qui nous orientent. Déjà, par rapport au ressenti, l'expérience a été qualifiée de ludique, étonnante, amusante et intuitive. Et les participants ont indiqué qu'ils préféraient réaliser ces gestes en présence de sonification, et plus particulièrement avec le paysage sonore et la mélodie continue. Et par rapport à leur ressenti, donc si on s'intéresse plus précisément à leurs propos, ils précisent que les retours sonores et donc la sonification leur sert de repère au niveau de leur amplitude pour savoir donc aussi s'ils avaient atteint la finalité de leur geste, mais aussi ils donnent des informations sur les modifications d'intention lorsqu'ils réalisent les gestes en présence des retours sonores. Et c'est assez intéressant de remarquer que même lorsque le mouvement n'est pas modifié en tant que tel, le vécu du mouvement, la manière de le vivre est complètement différente et l'implication dans la tâche est changée. On a également des indicateurs concernant l'imagerie mentale. Donc, effectivement, l'univers métaphorique avec le paysage sonore est susceptible de stimuler l'imaginaire des participants. Et on a quelques éléments qui concernent
l'attention, avec donc le fait que ce vécu avec sonification, ce vécu du geste est particulier. À la suite de cette étude, on a donc créé un dispositif d'interaction geste-son qui visait à proposer des exercices quotidiens pour les patients lors de leur retour à domicile, donc pour faire ce lien entre le passage entre l'hôpital et le retour à domicile. Et dans ce cadre-là, on a notamment développé un exercice. Donc, on est reparti de l'exercice d'extension du coude qui est assez basique, pour lequel on a proposé maintenant 3 modalités d'interaction. On a d'abord fait varier les retours sonores et ensuite, on s'est intéressé aux modalités d'interaction entre les gestes et les sons. Et donc, on a créé 3 types de ce qu'on appelle mapping, donc de relations gestes-son. Un premier mapping où il y a une alternance entre le son de départ et le son d'arrivée. Un mapping où il y a donc les retours sonores qui sont présentés uniquement lorsque le patient se met en mouvement, oui, le patient ou le participant, et un dernier mapping où le retour sonore de point d'arrivée n'est audible que lorsqu'on approche vraiment de l'extension maximale. Donc, je vous propose d'écouter ces 3 types de mapping. La première chose, c'est voilà, de présenter qu'on passe d'un point de départ à un point d'arrivée. Et on associe ces 2 sons. Et on peut le faire de différentes façons. Donc ça, c'était tout simplement pour montrer que le dispositif pouvait fonctionner avec différents types d'exercices. Pour l'exercice dynamique, il existe 3 modalités de couplage. Avec la première modalité, vous passez d'un univers sonore à l'autre en fonction de votre position. Avec la deuxième modalité, vous devez bouger pour obtenir du son. Si vous vous arrêtez, vous perdez le son. Avec la troisième modalité, vous devez atteindre votre maximum d'amplitude pour obtenir le deuxième son. Vous n'obtenez le son que lorsque vous approchez le plus de votre point d'arrivée. Et donc, on s'est également intéressé à l'association entre les retours sonores qui étaient proposés, soit une association monothématique, donc typiquement de l'eau et des oiseaux, soit des associations bithématiques qui peuvent sembler donc un peu incongruentes, par exemple de la musique électronique avec des sons de nature. Et donc, on a réalisé une étude pour mesurer les effets de la modalité d'interaction geste-son sur la temporalité des gestes, avec 24 participants, cette fois-ci donc uniquement des participants sans troubles moteurs et qui étaient répartis en 3 catégories d'âge. Donc, on a proposé 3 contextes sonores, soit de réaliser la tâche sans retour sonore, soit de réaliser la tâche avec des sons monothématiques, donc eau et oiseaux, soit avec des sons bithématiques, donc musique électronique et forêt, avec donc 3 modalités d'interaction sonore. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est à nouveau donc, en regroupant les situations sonores. Donc, on a confirmé les résultats qui avaient été trouvés dans le cadre de la première étude, à savoir en présence des retours sonores, il y a une augmentation de la durée moyenne des cycles, donc tout simplement un ralentissement du mouvement. Et effectivement, on a pu noter un effet du mapping sur les durées moyennes des cycles et à nouveau une préférence qui allait dans le sens d'une association monothématique pour une préférence pour les retours sonores de type nature. Je voudrais juste donc revenir sur un dernier point et ensuite je transmettrai la parole, qui d'éclairer en fait tout simplement les ressentis qui ont été notés dans le cadre de la première étude grâce à une autre étude qui a été menée par l'équipe de Ana Tajadura Jiménez. Donc, c'est une chercheuse espagnole qui, elle, s'est beaucoup intéressée aux effets de la sonification sur la perception du corps, sur le schéma corporel et l'image du corps. Et elle a réalisé donc, de très nombreuses études sur des tâches dit tapping, donc de tapotement. Et ils ont proposé une étude où ils utilisent des illusions sonores, quelque part, sur la distance parcourue par un bras.
Donc, il y avait 6 cibles qui étaient donc, entre 25 et 75 cm d'extension de bras, que les participants devaient donc tapoter. Ils étaient aveuglés, mais voyaient tout simplement un rayonnement infrarouge, enfin une LED, pardon. À ces tapotements étaient associés des retours sonores qui étaient doublés en distance. Donc, en fait, les participants percevaient un retour sonore qui serait issu d'un tapotement 2 fois plus distant que celui réel de leur tapotement. Et grâce à ce dispositif, ils ont mis en évidence que cela créait une illusion d'avoir un bras plus long pour les participants. Et donc, il y avait une modification de la représentation somatosensorielle de la longueur du bras grâce à ces illusions sonores. Donc, c'est tout simplement pour illustrer que ce type de dispositif de sonification du mouvement est susceptible de modifier la représentation corporelle, le schéma corporel des participants, des utilisateurs, et donc pour ouvrir tout simplement le débat sur un usage possible de ces dispositifs en musicothérapie. Donc, la question est grande ouverte. Il faut savoir que c'est des dispositifs qui sont peu connus, voire totalement méconnus pour le moment, et donc qui nécessitent d'être tout simplement saisis pour être utilisés éventuellement en clinique. N'hésitez pas si vous avez une petite question. On a peut-être une minute ou deux, et ensuite je donnerai la parole à Alessia. Merci beaucoup. On a 2 questions et peut-être une au fond dans la salle. On commence par la salle. Petit problème de micro. On peut prendre la question en distance, du coup, le temps que le micro se règle? Oui. Du coup, peut-être on prend une question en distance. Oui, le temps que le micro se règle. Donc, la question est comment les musiques du retour mélodique sont-elles sélectionnées? Donc, pour la première étude, on est parti tout simplement de retours qui avaient fait l'objet d'une utilisation pour d'autres dispositifs. Donc, je ne sais pas si certains l'ont reconnu, mais il y avait notamment un prélude de Bach. Et ça avait été utilisé pour un jeu développé avec une balle où les participants en fait s'envoyaient la balle de manière donc rythmique, et donc on est reparti de cet extrait-là, puisque c'est un système qui s'appelle le gesture follower, qui est un petit peu complexe et assez coûteux à mettre en place. Donc, on est parti de quelque chose qui existait déjà au sein de l'équipe pour faciliter tout simplement la réalisation de l'étude. Donc, on est parti d'un point vraiment pragmatique, mais par contre, le choix de ces retours musicaux est extrêmement important. En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer déjà intuitivement, mais aussi grâce aux résultats qui consolident cette a priori. Et donc, actuellement, pour le dispositif qu'on a créé, ce qu'on propose justement, c'est une grande flexibilité au niveau des extraits qui peuvent être utilisés, puisque ce qu'on souhaite, c'est que les patients puissent choisir tout simplement leur extrait musical. Donc, on a proposé une petite palette de retours musicaux, d'extraits musicaux possibles, mais on a la possibilité donc d'implémenter des extraits musicaux qui seraient choisis par les patients ou choisis en interaction avec les thérapeutes. Donc voilà, la dernière forme, on va dire, de dispositif nous permet maintenant de sélectionner des extraits musicaux adaptés en fonction des souhaits des participants et donc des patients. Merci.
Donc, la question au fond de la salle? Oui. Bonjour, je m'appelle Hubert, je suis musicothérapeute. Il y a deux questions en fait. Alors, je vais peut-être pas avoir le choix. Je vais faire le choix entre une des deux. La première, c'est le dispositif technique, hein, cette interface mouvement-son. J'aimerais avoir quelques informations sur les logiciels utilisés, mais ça, on peut le faire en aparté. Par contre, la deuxième question, c'est sur ce ralentissement du mouvement. Je voulais savoir si vous aviez fait l'essai avec des musiciens ou des personnes qui ont fait de la musique, qui sont peut-être habitués justement à ce mouvement, retour de son, et que ça pourrait peut-être, dans ce cas-là, faciliter une accélération du mouvement pendant le test. Est-ce que vous avez fait cet exercice? Alors, merci pour ces questions. Donc, pour répondre très brièvement à la première question, on utilise des logiciels qui notamment ont été développés par l'IRCAM, à savoir, donc la première étude, on a travaillé avec le logiciel Max, tout simplement, qui permet donc la conversion des paramètres du mouvement en paramètres sonores. Ensuite, on a la chance à l'IRCAM d'avoir une grosse équipe de développeurs qui donc développent un très grand nombre d'outils et d'outils logiciels qui sont en open source. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à aller donc, sur le site de l'IRCAM et aller regarder justement les outils qui sont proposés. Petit bémol, néanmoins, c'est que pour beaucoup, il faut avoir quand même acquis une petite base en codage. Ce n'est pas forcément très simple a priori, mais voilà, si vous êtes intéressé, en tout cas, vous pouvez trouver des ressources sur le site de l'IRCAM. Et donc, deuxième question, très rapidement, pardon. Par rapport à l'éventualité de travailler avec des musiciens pour lesquels, effectivement, il y a cette habitude de l'adéquation ou non, d'ailleurs, entre le geste réalisé et le retour sonore. Dans le panel des participants qu'on avait inclus dans la première étude, on avait notamment, donc, lors du premier entretien, regardé leurs habitudes sonores, leurs pratiques musicales. Et dans ce panel-là, il y avait notamment un musicien professionnel, un trompettiste professionnel, et plusieurs musiciens amateurs. Alors après, on avait un échantillon qui ne nous a pas permis d'aller pousser des statistiques et de mettre en évidence éventuellement des points émergents en fait, sur des particularités de ces quelques participants. Néanmoins, a priori, quand on observe les données, le comportement des données, il n'y avait pas pour ces quelques personnes un comportement moteur spécifique en présence des retours sonores. Mais ça nécessiterait effectivement d'être approfondi. Merci. On va prendre une dernière question en distanciel. Je crois qu'il y en avait une autre dans la salle, mais Marie-Cathy. Mais si tu veux bien, Marie-Cathy, tu la gardes en tête et on aura le temps avant la pause déjeuner peut-être, parce que là, il va falloir qu'on enchaîne et je vais devoir respecter le timing. Merci Marie-Cathy, tu gardes ta question. Alors, une question en distanciel. Alors, quelles zones en gros, cérébrales vont s'activer en présence de sonification du mouvement? Ce n'est pas une zone spécifique, hein, c'est des réseaux complets. Donc, ça sera à clarifier justement, puisqu'on n'a pas d'études actuellement qui ont été menées pour préciser les réseaux qui étaient impliqués. Il faut voir que d'un point de vue technique, c'est assez lourd d'aller donc travailler des tâches de sonification et de mettre de l'imagerie. Et en fait, ça fait justement l'objet d'une demande de financement de l'équipe. Donc, peut-être que dans 5 ans, on pourra vous répondre. Je l'espère. Merci beaucoup.